Public Sénat et Groupama présentent La France qui réussit. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce nouveau numéro de La France qui réussit, on traverse l'Atlantique et on prend la direction de Kourou, en Guyane. Bien sûr, la réussite du centre spatial guyanais n'est plus à démontrer. D'ailleurs, il suffit de regarder la fusée Ariane décoller. Mais la réussite est aussi ailleurs, sur Terre, avec ces populations guyanaises qui pourtant ont vécu, il y a plus de 50 ans, les expropriations nécessaires à la création du CSG. Cette réussite, elle s'exprime aussi à travers le partenariat créé avec l'IUT de Kourou. Alors pour bien comprendre ce que ce centre spatial représente pour la région, et y compris en termes d'environnement, nous allons suivre Yuri, un Guyanais, ingénieur au CNES. C'est ça aussi la France qui réussit. Un documentaire signé Mathias Tesson, Aurel Zegler, avec Héloïse Palivoda. À plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre, il y a tout juste quelques semaines, sur la comète Chury, tandis que la saison des pluies battait son plein sur la Guyane, Rosetta, la sonde de l'Agence spatiale européenne, révélait la présence sur le caillou de 4 km de l'une des briques les plus élémentaires du vivant, un acide aminé qui porte un nom de fleur, la glycine. Au terme d'une odyssée de 10 ans à travers le système solaire, la sonde Rosetta est parvenue à son terme. L'orbite de l'objet surnommé Chury par les scientifiques. Et pour la première fois, le 12 novembre 2014, un objet fabriqué de main d'homme se posait sur une comète. À 7h17, le 2 mars 2004, sur ces terres françaises de l'autre bout de l'Atlantique, le lanceur Ariane 5 s'envolait avec à son bord la sonde Rosetta depuis le centre spatial guyanais de Kourou, la porte de l'Europe, vers les étoiles. C'est l'histoire de ce centre, de ces hommes et de ces femmes qui chaque jour repoussent les frontières de l'univers connu que nous allons vous raconter. Mais aussi l'histoire d'un territoire de la République qui, par son histoire, n'a cessé d'entretenir des liens complexes avec les hommes venus de France pour explorer l'espace. Ce matin-là, c'est un groupe de touristes venus de métropole et de Guyane qui va emprunter la route de l'espace pour découvrir ce lieu énigmatique, symbole de l'excellence française, le centre spatial guyanais. Bienvenue au centre spatial guyanais, le port spatial européen. Pour la visite, c'est Christelle. Cela fait 6 ans qu'elle fait découvrir aux 20 000 touristes annuels ce site hors norme. Et ça commence par ses dimensions. Alors, tout d'abord, une petite présentation du centre spatial qui possède une superficie de 700 km². Alors, pour vous donner une image, c'est un peu plus de la moitié de l'île de la Martinique ou encore Paris, 7 fois intramuros, situé entre deux communes, Kourou et Sinnamary. Dans quelques jours, il ne sera plus possible de venir visiter la base. Cette route sera bientôt fermée. Le centre s'apprête à faire décoller le lanceur Ariane 5 et certaines zones sont d'ores et déjà inaccessibles pour les touristes. Nous sommes proches de la zone de lancement d'Ariane 5, donc nous allons protéger nos ingénieurs à l'intérieur au moment du décollage. Et que vont-ils vérifier? Du centre spatial, 3 types de fusées décollent. Mais ici, on préfère les appeler les lanceurs. Ariane 5, l'européenne, la plus connue. Vega, la plus petite. Et enfin, Soyouz, le célèbre lanceur de l'entreprise russe Roscosmos.
Nous arrivons donc vraiment sur le pas de tir de Soyouz. C'est son pas de tir, en quelque sorte, sa maison, que les touristes vont découvrir aujourd'hui. Ici, pour l'instant, nous n'avons pas de lanceur puisqu'on n'a pas de lancement prochainement. Donc, quoi qu'il en soit, le lanceur arrive 3 jours avant le décollage sur son pas de tir. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est le portique mobile avec à l'intérieur les différentes passerelles escamotables afin que les équipes puissent travailler sur les différents étages du lanceur. Soyouz, le lanceur russe, vient profiter ici des nombreux avantages, notamment économiques, qu'offre le territoire guyanais en matière de spatial. En Guyane française, nous sommes idéalement placés pour nos lancements vers le nord ou vers l'est. Donc on va pouvoir viser tout type d'orbite. Pourquoi? Parce que nous sommes placés à proximité de l'équateur. Ça veut dire que nous allons bénéficier de l'effet de fronde, de la vitesse naturelle de rotation de la Terre qui est ici, proche de l'équateur, à 1600 km/h. Donc pour la Guyane, pour nos lanceurs, eh bien, c'est assez fantastique puisque soit nous allons faire des économies au niveau des matières propulsives et bien sûr nous allons envoyer des satellites qui sont bien plus gros que certains autres pays. Kourou est l'endroit au monde où l'on lance le plus de satellites commerciaux. La cadence de lancement, elle aussi, est impressionnante. 12 en 2015, soit 1 par mois, du jamais vu. Alors pour Christelle, les superlatifs ne manquent pas lorsqu'il s'agit de décrire la base. Alors, premier port spatial au monde, on peut le dire, oui, on va faire cocorico, et, oui, on peut le dire, aujourd'hui, oui. Avec nos 3 lanceurs, une gamme de lanceurs différents pour pouvoir attirer un maximum de clients avec tout type de satellites pour viser tout type d'orbite. Ça, c'est très important. Orbite basse, orbite intermédiaire, et orbite géostationnaire. À quelques jours d'un lancement, le centre spatial guyanais devient le site civil le plus sécurisé de France. Ce sont près de 400 militaires qui vont, jour et nuit, se relayer pour dissuader quiconque de s'introduire à l'intérieur de la base. Et cette semaine, justement, ingénieurs et opérateurs préparent un lancement record. Ariane 5 pèsera au décollage presque 11 tonnes. Deuxième prouesse, dans sa coiffe au dernier étage, Ariane 5 loge non pas 1, mais 2 satellites. Et pour ce lancement, le 230e d'Ariane, il y a là encore une petite révolution. C'est la première fois qu'une banque, en l'occurrence indonésienne, décide d'envoyer son propre satellite en orbite. Sa mission, sécuriser les transactions financières de près de 53 millions de clients dans l'ensemble de l'archipel indonésien. Comme sur un marché, le prix de l'envoi d'un satellite se fait au kilo, compté entre 20 et 25 000 euros par kilo mis en orbite. Pour ce lancement, la société Arianespace recevra plus de 200 millions d'euros. Alors au moment des tout derniers remplissages du lanceur, il ne faut évidemment pas se tromper. Bienvenue au BAF, le bâtiment d'assemblage final. Cette fois-ci, c'est Bruno Gérard, directeur de l'activité d'Arianespace en Guyane, qui assure la visite. Bonjour. Bonjour, ça va? Cela fait près de 30 ans qu'il fait partie de l'aventure Ariane. Tout va bien de votre côté là? Oui, tout va très bien, on a réussi à faire la déconnexion. D'accord. C'est compte azote, c'est comme ça, plutôt les deux. Le lanceur vient de passer plusieurs jours consécutifs complètement enfermé dans ce bâtiment. Il va recevoir les derniers éléments dont il a besoin pour décoller. Une zone sensible où plein de carburants doivent circuler sans jamais se toucher. Les masques à gaz doivent se trouver à distance raisonnable lorsqu'on pénètre ici. C'est ici que l'on a toutes les lignes de remplissage en oxygène liquide. Autrement dit, toutes ces lignes seront raccordées en zone de lancement directement au stockage d'oxygène liquide et aux évents. Il est clair que là, la réussite, c'est la parfaite coordination, la parfaite maîtrise de tous les corps de métier. Donc vous voyez que ce soit en courant faible, en mécanique, en fluide, en support, il faut être parfaitement coordonné et que chaque entité ait une parfaite maîtrise.
Dans quelques heures, VA230, c'est son nom, rejoindra son dernier refuge terrien, le Pas de Pierre. Bruno nous fait découvrir la porte spatiale de l'Europe et le déluge de force qui s'abat dans ce petit périmètre au moment d'un lancement. Alors actuellement, on est sur la zone de lancement numéro 3, d'où on lance les Ariane 5. Donc ici, déjà, ce que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les carnaux. Donc l'endroit où crachent les moteurs. Donc chacun des carnaux canalise toute l'énergie produite et l'envoie donc sous le vent pour éviter tout problème. Vous pouvez essayer de vous pencher où vous verrez donc la fosse dans laquelle passent toutes les flammes des boosters. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement solide et vaste. Donc on veut vraiment canaliser tous les gaz de combustion à travers ces carnaux. Pour maîtriser ces très hautes températures et éviter d'endommager le lanceur lors du décollage, la technique est plutôt traditionnelle, mais plus efficace qu'on l'imagine. Ce sont ces structures qui sont en fait ce qu'on appelle les déluges d'eau. On asperge, donc c'est un petit mot, on envoie plus de 500 mètres cubes d'eau en 30 secondes au moment du décollage. Donc juste après l'allumage des boosters, le déluge se déclenche et arrose la table et en plus fait un rideau d'eau dans les carnaux qui permettent de baisser l'acoustique, encore une fois, de baisser les vibrations. Lors d'un décollage, c'est un épais nuage de combustion qui se crée et se disperse jusqu'à 1 km à la ronde. Les retombées d'alumine et d'acide chlorhydrique ne seraient qu'infimes selon le CNES. La genèse des lanceurs est largement française, on le sait bien dans l'histoire. Le simple fait que je m'exprime ici en français, la langue de base ici c'est le français pour tout le monde, tout ça, ça montre un peu l'historique et quand même, disons-le, une certaine excellence française dans le sujet, hein, dans le domaine des lanceurs. Dans les années 60, la France a donc choisi d'installer le centre névralgique de la conquête spatiale en Guyane, au plus proche de l'équateur. Les raisons scientifiques ont prévalu. Les réalités d'un territoire éloigné de 7000 km de la capitale n'ont que peu compté dans cette décision stratégique typiquement gaullienne. Jusqu'alors, pour le public, la Guyane était plus célèbre pour son bagne de Cayenne et pour ses descendants d'esclaves amenés d'Afrique pour travailler dans les plantations. Aujourd'hui encore, la population créole représente les 2/3 des Guyanais. Alors, il existe en Guyane des coutumes inconnues des Français de métropole. Le 10 juin, par exemple, est un jour comme un autre pour les autres Français, mais en Guyane, c'est un jour férié, l'occasion de festivités dans tout le département. Ce jour célèbre le 10 juin 1848 l'abolition de l'esclavage. Et ce jour-là, certaines des 25 ethnies qui composent la Guyane se retrouvent pour célébrer une histoire commune, des Antillais, des Sud-Américains et même des Chinois. Pierre Ribardière, lui, vient de France métropolitaine, mais il habite Kourou depuis plus de 35 ans, alors il connaît parfaitement cette myriade de traditions et de peuples. Et ouais, je suis né en Vendée, mais l'endroit où je suis resté le plus longtemps de toute ma vie, c'est là, à Kourou. Pour les festivités, Pierre a organisé une vente de plats typiquement guyanais, l'occasion de rassembler quelques amis autour de la gastronomie locale. Non. Là, c'est de la pimentade de bœuf. C'est du bœuf boucané qui est cuit d'une certaine manière. C'est une casse-mange comme une pimentade de poisson. Autour de son stand, Pierre croise toutes les ethnies qui composent le territoire. Je suis un Guyanais, un vrai Guyanais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous ne savez pas, un Amérindien. Un vrai ? Un vrai. De quelle tribu ? Des Téléouyou. C'est un Téléouyou. Caprice de l'histoire, les Indiens Téléouyou appartiennent à notre République depuis plus longtemps que les habitants de Nice, par exemple. Et ce genre de surprise est plutôt fréquent à Kourou.
Il y a des Mongs, il y a des Guyanais, il y a des Antillais, il y a des Péruviens, il y a des Colombiens. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Des Américains, des Allemands. D'Amérindiens. Voilà. Vous n'avez pas le type allemand? Eh bien, c'est pas parce que je n'ai pas un type allemand qu'il n'y a pas du sang allemand, des deux côtés, père et mère en plus. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas faire attention aux clichés. Hein. Le département se trouve donc au centre d'une mondialisation discrète et la présence du projet spatial européen participe de ce brassage ethnique. Ça, c'est Sinamari? Non? C'est Mana. D'ailleurs, Pierre Ibardière, le Guyanais vendéen, est retraité du CNES. C'est l'aventure spatiale qui l'a mené à Kourou. Au village? Non. Elle m'a expliqué, vous aviez vendu et vous alliez au PK. Oui, voilà. Quel PK tu vas? Pierre est une des grandes figures de la conquête spatiale française, un recordman. À son actif, plus de 40 lancements. En tant que directeur des opérations, le commandant en chef des équipes de la fusée. Il est devenu aussi la mémoire de l'aventure spatiale française. Je faisais mon boulot, moi. Il y en a qui sont charcutiers, d'autres qui travaillent à l'usine Renault. Moi, lancer des fusées. J'étais là pour ça. Moi, j'ai été DDO pendant 30 ans. Or, maintenant, les gens, quand ils ont été DDO une dizaine de fois, ils arrêtent, ils changent de métier, ils progressent dans leur carrière. Moi, j'avais pas de progression à attendre. J'étais là pour lancer les fusées, c'était mon rêve. Alors, je suis venu pour ça. Au début des années 60, le président de Gaulle entraîne la France dans la course à l'espace. Comme les premiers essais nucléaires français, les premiers lancements de fusées tricolores ont lieu en Algérie. Ça, c'est Diamant A, c'est la première fusée entièrement française, et qui a permis la satellisation du premier satellite français. 3, 2, 1, feu. La France a été le 3e pays au monde à être capable de mettre par ses propres moyens des satellites sur orbite après l'URSS et les Américains. L'indépendance de l'Algérie et les avantages géographiques convainquent le gouvernement de l'époque d'installer le CNES en Guyane, à Kourou. C'est là-bas que sera développé le programme de lanceur Ariane destiné à placer sur orbite les premiers satellites de télécommunications franco-allemands. À force de travail, les équipes du CNES entourent leurs fusées d'un folklore. Certains leur attribuent même une âme. Un lien puissant se développe entre les ingénieurs et ces objets qui vont invariablement rejoindre l'espace. Quand le lancement est terminé, c'est comme si on avait un gosse supplémentaire. Hein. Je veux dire, comme ça a bien marché. D'ailleurs, dès que le lancement était terminé, c'était pour nous une naissance et on offrait des cigares tout autour de nous dans la salle Jupiter. Mais avant de lancer leur fusée vers les orbites hautes, il a fallu au sol faire sortir de terre les infrastructures. 2500 personnes de 11 nationalités se relaient pendant plus de 3 ans et transforment le village de Kourou en base spatiale. Tout a été construit en même temps avec un apport extrêmement important de main-d'œuvre étrangère, en particulier d'Amérique du Sud. Mais cette arrivée soudaine de travailleurs des 4 coins du monde et surtout la réquisition de 70 000 hectares de terrain ne se font pas sans heurts pour les habitants du petit village de pêcheurs. Avant les travaux pharaoniques, quelques 600 âmes se partageaient ce coin perdu de la Guyane et du jour au lendemain, les métropolitains se sont emparés de leurs terres. Dès lors, une tension s'installe entre les populations du territoire d'outre-mer et le gouvernement de la métropole. Une tension qui se fait encore sentir aujourd'hui. Il faut dire que la Guyane est l'un des départements les plus défavorisés de France. 44% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Déjà, en 1991, il y a un quart de siècle, François Mitterrand, venu assister au lancement d'Ariane, s'indignait. « Comment pouvons-nous continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville ?» disait-il à l'époque. Les grands-parents de Claude Mingère faisaient partie de ces Kouroussiens expropriés. Lui avait à peine 10 ans quand il a vu son village devenir un chantier géant.
Je pense que nous autres, les Guyanais, nous étions effectivement incapables d'imaginer que la ville pourrait connaître un tel développement et que ça pourrait être la capitale en fait, du centre de lancement de fusées à l'échelle européenne. Claude aperçoit encore dans les rues de Kourou les traces du petit village des années 60. Là, on arrive là, devant la maison de mes parents. Et c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai passé toute mon enfance. La population de la ville est donc passée de 600 âmes à plus de 25 000. On a peine à imaginer à quoi pouvait bien ressembler le village il y a 40 ans. Avant, il y avait deux rues à Kourou, celle-là qu'on appelle la rue de devant, et puis à côté, la rue de derrière. C'est pas compliqué. Claude tient à nous faire vivre ses coutumes guyanaises désormais moins visibles. Il nous amène à la maison de son enfance. Oh, bonjour tout le monde. Laurie, ça te fait long? Ça va? À l'arrière de la maison subsiste un petit morceau de ruralité et de tradition. Il reste des sapoti, un pied de sapoti, un pied de fruits à pain, du belembi, un cerisier. Ça, c'est un pied de pomme cannelle, en fait, des sapoti, quoi. Et puis des fleurs des espèces rares d'hibiscus que ma soeur cultive. Ils ont quel âge ces arbres? Ah, le pied de sapoti, il était là avant que je naisse. Alors moi, j'ai 61 ans, donc il a quelques années. Mais il produit énormément. Lorsque le centre spatial s'est installé, il a fallu déloger les habitants qui, le plus souvent, survivaient grâce à la terre dévolue aux fusées. Expropriés pour des raisons qu'ils étaient alors loin de comprendre, les Kouroussiens de l'époque ont encore un souvenir douloureux de cette période. C'est des gens qu'on ne connaissait pas qui ont débarqué comme ça. On les voyait arriver dans la savane, parce qu'en fait, la maison de ma grand-mère était assez en retrait dans la savane. On voit arriver une voiture à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui venaient quand même. Hein. On voit arriver une voiture, un monsieur blanc qui sort de la voiture, il nous dit « Bon, bonjour, vous êtes qui ?» Ben, c'est moi, monsieur Constant, madame Constant. Il nous expliquait « Ben oui, on va venir vous exproprier ici. » Alors, les gens découvraient même jusqu'au mot d'expropriation, ils ne savaient pas ce que c'était. Exproprier, c'est quoi? Ben oui, ben vous allez devoir quitter votre propriété. Bon, c'était un arrachement, quoi. C'était un crève-cœur. Loric, l'oncle de Claude, n'a même pas songé à se battre contre ces métropolitains venus saisir sa terre. Si vous voulez prendre un avocat, il n'y avait qu'un seul avocat disponible. Et celle que j'avais pris tous les autres. On n'avait pas de rapport avec la justice au point de se dire j'ai mon avocat familial, je vais aller me remettre au bon soin de mon avocat. Bon, un avocat, c'est jusqu'à Cayenne. Donc il fallait venir ici, prendre le bac, aller à Cayenne. Bon, les gens se disaient, mais j'aurais jamais assez de moyens pour payer un avocat. Je ne sais même pas combien ça coûte un avocat. Enfin, on était quand même complètement démunis. C'était vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Rétrospectivement, Claude le sait, l'aventure spatiale est une chance pour la Guyane. Pourtant, ça ne l'empêche pas de nourrir des regrets sur l'installation du centre de Kourou. Honnêtement, je serais malvenu de vous dire qu'il y a une haine. Mais pour nous qui avons vécu le phénomène, on se dit peut-être qu'on aurait pu faire différemment. Peut-être qu'on aurait pu faire autrement. C'était une chance pour l'emploi, c'est vrai. Une chance pour l'emploi, une chance peut-être qui m'a permis moi de faire des études, de devenir ce que je suis. Je ne disconviens pas. Mais on reste toujours sur ce sentiment, cette espèce d'amertume qui fait qu'on se dit qu'on pouvait faire différemment. Claude Mingère veut nous montrer cette nouvelle ville qui s'est dessinée peu à peu autour du centre spatial. Mais pour les habitants originaires de Kourou, le centre a longtemps été perçu comme un lieu inaccessible. Oh, ça faisait rêver, mais on se disait que c'était pas pour nous, ce truc-là, on ne s'irait jamais dedans. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dès le départ, il y a eu une espèce de coupure en fait, entre la population locale, créole, et puis les gens qui sont venus de l'extérieur. On avait l'impression que c'était pas fait pour nous. C'était pas dit comme ça, mais on avait l'impression que c'était pas fait pour nous. Les autorités de l'époque ont construit à la hâte le quartier du stade pour les populations venues construire le site, mais aussi pour les Guyanais qui vivaient là. Donc c'est dans ce quartier qu'ont été concentrées toutes les personnes qui ont été expropriées soit de l'anse de Kourou, soit de la savane de Kourou, soit de Karouabo, soit de notre petit quartier qui s'appelait La Rotimana. Et c'est dans ce quartier que les personnes ont été relogées. Il y a eu une urbanisation très hiérarchisée en fonction de l'origine sociale des personnes. Et ce quartier, en fait, il avait l'avantage d'être pas très loin du bourg, en fait. Pas très loin du bourg, mais assez éloigné des quartiers réservés au logement des ingénieurs du CG. Des maisons basses, en parpaing, entassées les unes à côté des autres. Longtemps, le quartier du stade de Kourou est resté un faubourg où s'entassait la misère. Depuis, les autorités, les habitants et le centre spatial ont multiplié les initiatives pour réhabiliter les maisons de la cité du stade. D'ailleurs, la famille Mingère, qui elle aussi avait été relogée ici, a gardé le terrain mis à sa disposition à l'époque.
elle y a fait construire cette demeure cossue. Donc c'est là qu'habitait mon grand-père, ici. Bon, mais cette maison, je vous dis, n'a rien à voir avec celle de mon grand-père. Hein. À l'intérieur, on voit encore les traces de la première bâtisse. La cuisine, elle arrive là. Bon. Il y avait un petit passage, ce mur-là. Donc la cuisine, elle faisait d'ici à ici, à peu près ça comme largeur. J'avais aussi les toits. Ouais. Parce que si vous voyez le niveau des toitures avoisinantes, vous verrez. Hein. Mais bon, si vous voulez en parler voir mon voisin, il va vous montrer son intérieur. Hein. Mais si l'on veut voir les habitats d'origine dans lesquels les Kouroussiens avaient été relogés, c'est chez le voisin d'Hémingères qu'il faut se rendre. Certains habitants n'ont pas vraiment profité des initiatives de réhabilitation du quartier. Et Lucien Santofé. Il a fait un reportage sur les... Ils font un reportage. Ils veulent voir les rénovations des maisons de la cité du stade. Comme je leur ai montré ma maison rénovée, je voulais leur montrer la tienne pour qu'ils voient comment c'était avant. Lucien attend toujours que les autorités étudient la demande de réhabilitation de sa maison. Regardez le sol, vous voyez la toiture, il y a des trous. Lorsqu'il pleut, oh non. Ici c'est dégueulasse. Chez moi, ça n'a jamais été refait. Même pas touché, rien du tout. Vous voyez, rien du tout. Pourquoi? Je sais pas. Et il y a un budget qui a été voté pendant 2 fois, à 2 reprises. J'étais là et à la réunion. Vous voyez? Et je suis toujours en arrière. Et ce qui m'embête, c'est plutôt pour mes enfants. Certains habitants de Kourou habitent encore dans des conditions indignes de la République. Pourtant, le centre spatial et les collectivités territoriales ont mis en place des politiques d'aménagement pour résorber la misère. Un programme national a même été lancé pour transformer les bidonvilles qui entouraient Kourou. Mais la frontière invisible entre les Guyanais et l'industrie spatiale s'estompe, lentement. Jean-Étienne Antoinette est resté maire de Kourou pendant 18 ans. Il a même été sénateur de Guyane jusqu'en 2014. Il a passé ses mandats à rapprocher la population de la ville de l'industrie spatiale. De ce côté-ci, dès lors, nous avons donc les employés du spatial et de l'autre côté, nous avons des personnes qui travaillent à Kourou, des ouvriers qui ont développé Kourou. L'urbanisation de la ville marquait donc cette différence entre les populations autochtones et les ingénieurs de la base. Pour tenter d'effacer peu à peu les inégalités, Jean-Étienne Antoinette pouvait justement redessiner la ville. Il a notamment construit ce pont pour relier les 2 rives qui séparaient les populations aisées des bidonvilles. Ce pont, effectivement, témoin de cette cohérence de la ville. Parce que vous imaginez, pour venir dans ce quartier, il aurait fallu faire le tour pour retourner. Non, il faut fluidifier cette ville, il faut fluidifier Kourou, il faut fluidifier cette population, il faut fluidifier cette culture. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un programme qui date maintenant de 10 ans. Et de mémoire, il n'y a pas eu de heurts. Comme quoi les gens, naturellement, humainement, sont appelés à vivre ensemble. L'ancien maire en est persuadé, au-delà de l'activité spatiale, le centre peut profiter à toute l'économie de la Guyane. Il faut conforter l'activité spatiale, tout en veillant à ce que cette activité puisse impacter l'ensemble du territoire et puis diversifier cette activité économique. La pêche, l'agriculture, l'agroalimentaire, la biodiversité, et j'en passe. Mais bon, il ne s'agit pas simplement de lancer des mots d'ordre. Maintenant, il faut qu'il y ait une traduction au niveau budgétaire. Il faut qu'il y ait une traduction au niveau des projets. Les secteurs économiques traditionnels de la Guyane doivent aussi participer de cette diversification de l'économie guyanaise. La pêche, par exemple, est l'un des secteurs qui peut accompagner le dynamisme du territoire. Le secteur de la pêche s'est développé, malheureusement ne s'est pas transformé. Il n'y a pas eu une forte évolution comparativement à d'autres activités économiques. Je veux dire, il n'y a pas eu malheureusement d'industrialisation de la pêche, il n'y a pas eu de transformation des produits de la pêche, pas simplement à Kourou, je dirais en Guyane en général. Le centre spatial de Guyane accompagne désormais cette diversification de l'économie du territoire, en particulier dans le secteur de la pêche. Le CNES a créé la mission Guyane pour investir dans les entreprises locales. Cette année, par exemple, elle a choisi de soutenir Cogumère,
une entreprise qui prépare des plats cuisinés surgelés à base de poisson. Ce matin, Jean-Philippe Zébu de la Mission Guyane découvre la toute nouvelle usine. En forme? Très bien, merci. Matinal. Ah non, non, depuis 7 heures, moi je fais. Oh, oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça? Voilà. Il est accueilli par Jocelyn Médaille, le directeur financier de l'entreprise. Et dans l'usine, les deux hommes doivent respecter des normes d'hygiène très strictes. Il a un kit visiteur qui est jetable et moi j'ai mon habit de tous les jours. Mais je dois rappeler quand même que sur la base, dans les salles de préparation des satellites, nous sommes soumis aux mêmes conditions d'habillement pour entrer dans certaines zones dédiées. Donc il y a quand même ce rapprochement au niveau du respect de la propreté. Là c'est pour des raisons sanitaires, là-bas c'est pour des raisons techniques. Si l'usine a beau sembler ultra moderne, le poisson qu'elle transforme en plat cuisiné vient exclusivement de la pêche artisanale des environs. On travaille à peu près une vingtaine d'espèces, mais il y a plus de 400 espèces de poissons en Guyane, et qui sont toutes comestibles. Mais là je parle de poissons de mer, mais les poissons de rivière, il y en a tout autant. Et nous, on travaille particulièrement sur 4-5 espèces qui sont les plus abondantes en fait. Akupa, poisson-chat, loubine ou croupia, les poissons guyanais sont transformés ici en plats qui seront vendus dans toutes les Antilles et jusqu'en Amérique du Nord. L'objectif est de trouver de nouveaux débouchés et de vendre à un meilleur prix le produit de la pêche locale. Donc vous voyez, ce type de produit, c'est la première fois qu'on voit ça en Guyane. C'est la première fois. Donc vous n'avez ce genre de transformation, c'est la toute première fois. Et à ce niveau-là, on n'embauche pas seulement pour ici, parce que pour la partie production, on embauche des nouveaux commerciaux, de nouveaux administratifs de comptables, etc. Et en fait, c'est toute la structure de l'entreprise qui se voit être dotée de personnel en plus. Le centre spatial a investi près de 600 000 € dans l'usine Cogumère, un enjeu stratégique pour le territoire qui accueille la porte spatiale de l'Europe. Il n'est pas question que le spatial se développe dans un désert. Donc l'intérêt du CNES particulièrement, c'est d'aider aussi à l'innovation en tant qu'industrie de haute technologie et d'amener à la valorisation des productions locales. Grâce à ce partenariat de l'industrie spatiale, la société Cogumère a pu créer une vingtaine d'emplois cette année. Et au travers de la mission Guyane, le CNES s'attache au développement de tout le territoire qui entoure la base. Mais c'est surtout en son sein même que la population créole rejoint l'aventure technologique française. On trouve désormais des Guyanais dans tous les métiers du spatial. Des ingénieurs, des cadres qui ont grandi autour de Kourou. Yuri Antoinette fait partie de ces Kouroussiens qui font décoller les fusées. Lui est ingénieur télécom. Donc là, je vais vous montrer le centre de contrôle télécom. Le métier de Yuri est de faire communiquer les satellites avec les différents équipements de la base. L'objet est précieux, il doit envoyer des informations en permanence une fois arrivé à Kourou, un poste stratégique. Donc le satellite, lui, il bouge, donc il va faire des essais électriques en salle blanche, le remplissage, en zone de remplissage, le hissage après, etc. Et nous, on est le fil qui relie le satellite aux ordinateurs du client. Le CNES envoie des satellites en provenance du monde entier. Alors, Yuri travaille avec des individus de toute origine. S'il a grandi à Kourou, son métier le place à un carrefour de la mondialisation. D'ailleurs, sur les murs sont affichés les horaires des différents interlocuteurs de Yuri. Alors ça correspond aux horaires de stations terriennes. Donc SNA, c'est un bateau entre la Guyane et l'Europe. Il y a les Açores, Osaguel, New Nurcia et Toulouse. Lorsqu'on fait nos opérations, on essaye de trouver des créneaux où tout le monde s'y retrouve. Yuri appartient à une nouvelle génération de Guyanais pour laquelle les expropriations font désormais partie de l'histoire. D'ailleurs, au sein de l'équipe télécom, Yuri travaille avec son cousin, Eddy. Pour eux, travailler pour le CNES représentait un idéal presque inaccessible. Je pensais pas que j'allais venir bosser ici un jour, je sais pas. Je sais pas pour toi, Zizi. J'aimais voir la fusée décoller. C'est vrai que je me disais qu'un jour, pourquoi pas travailler au centre spatial, parce que la fusée, ça nous a toujours fascinés. En tant que gamin, on voyait la fusée décoller.
Les deux cousins ont conscience de faire partie d'une génération privilégiée, celle qui s'est presque réconciliée avec cette métropole si mal perçue par leurs aînés. Mais cet accès à l'industrie de pointe n'a pas été simple. C'est vrai que c'était difficile pour certaines personnes de pouvoir intégrer le centre spatial. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, puisque avant, on ne voyait pas beaucoup de locaux. Parce que si on compare avec nos parents et puis aujourd'hui les jeunes comme nous, notre génération, c'est vraiment, on n'a plus la même vision en fait. La même vision non seulement de la vie, mais du pays aussi, puisqu'on se dit que maintenant il faut qu'on puisse apporter cette matière grise. Pour ces jeunes Guyanais, le CNES est une évidente opportunité d'emploi sur les terres de leurs ancêtres, une manière de garder un mode de vie en lien avec leurs traditions et de construire l'avenir du territoire. Dans quelques jours, Eddie et Yuri vont donc participer à un événement qui a bercé leur jeunesse, le lancement d'Ariane. Un peu plus loin, au bâtiment d'assemblage final, le lanceur est fin prêt. Le lanceur vient de passer à peu près 2 semaines dans le bâtiment d'assemblage final, où en particulier, on a érigé, entre autres, le composite supérieur, où il y a les 2 charges utiles, les 2 satellites. Il reste une opération délicate, conduire les 1600 tonnes de la fusée et de son socle jusqu'au pas de tir. Et comme pour un lancement, il faut surveiller la météo. La crainte de Bruno Girard, c'est qu'Ariane ne prenne la foudre entre le bâtiment et le pas de tir. C'est ce camion bleu qui sera chargé de tracter l'engin, tout en douceur. C'est un camion donc, qui a une transmission hydrostatique, autrement dit une transmission qui permet de démarrer et de ralentir sans à-coups. Mais sinon, c'est un camion un peu standard, lesté, pour être certain d'avoir une bonne adhérence. Ariane 5 sort donc doucement de son atelier, chargé des 2 satellites les plus lourds de son histoire. Il lui faut près d'1 heure pour franchir les 3 km qui la séparent du pas de tir. De son balcon, Vardo Aguati, 20 ans, peut contempler le spectacle. Vous voyez la pointe blanche qu'on voit à l'horizon, c'est la fusée et on peut voir les décollages d'Ariane, Soyouz et Vega. Il appartient à l'une des 25 ethnies qui peuplent la Guyane. C'est un Bushinengue, un peuple descendant d'esclaves du Suriname qui a fui très tôt dans la forêt, y développant sa propre culture. Un mélange de traditions africaines enrichies des contacts avec les Amérindiens. La nuit, on aurait dit que c'est le lever du soleil, surtout quand c'est Ariane 5. On a une belle vue, toutes les vibrations qu'il faut. On sent vraiment qu'elle est tout proche, quoi. C'est un spectacle que tu regardais tout petit déjà? Ouais, depuis petit. Je pense que depuis que je suis en CE1, dès qu'il y avait un décollage de fusée, j'étais dehors en train de me regarder. Il y a la fusée, je voulais partir avec parce que je ne comprenais pas encore. Surtout que ça se passait à Kourou, on voit ça à la télé et on sait que c'est tout près, c'est juste à côté. Ça aurait pu être n'importe où, mais c'était chez nous. Vardo appartient à l'une des nombreuses familles plutôt défavorisées de Kourou. Comme de nombreux Guyanais, il doit aider sa famille pour subvenir aux besoins de tous. Alors, pour lui, faire des études n'était pas un choix évident. En Guyane, où les chiffres de la délinquance sont parfois plus forts qu'à Marseille, la tentation de l'argent facile est parfois forte. Mais Vardo n'a pas abandonné ses rêves d'enfant. Il a rejoint l'IUT de Kourou, qui, en partenariat avec le CNES, prépare les futurs employés du spatial. Il travaille déjà en alternance au centre spatial ce matin. Il a d'ailleurs cours de physique et en cette fin d'année, le professeur va rendre les notes. Un moment d'appréhension pour Vardo. Donc, j'ai 3 notes. Note de physique, note d'automatique et note d'SE, mes côtés piles et accumulateurs. Alors, pour monsieur Aguati, alors au niveau physique, j'ai 14,6, automatique 12,2 et en pile et accumulateur 6,8. Mais sur 10, 6,8. Ah, sur 10 oui. Ouais, j'ai eu peur, ouais. D'accord. Vardo a obtenu de bonnes notes. C'est un des meilleurs élèves de l'IUT. Pourtant, il n'est pas question de faire des cadeaux aux populations locales sous prétexte de proximité avec le centre spatial. Au contraire, les élèves sont formés à la dure, 42 heures de cours par semaine. Il s'agit de former l'élite. L'IUT de Kourou n'a rien à envier à l'IUT de Lille.
Lille 1, Ariane Envie, l'IUT de Marseille, l'IUT de Tours, n'importe quelle IUT. Les cours sont très soutenus, même à l'extrême. Justement, s'ils arrivent à finir des années au niveau du DUT, ils ont plus de chances de réussir dans les différentes écoles d'ingénieurs que ceux qui sortent du UT de France, métropole. D'accord. On va dire la répartition donc, de l'énergie a été consommée par la famille et pendant un an, le réfrigérateur, c'est 12% de la consommation. L'IUT de Kourou ne forme pas seulement des techniciens de pointe prêts à travailler pour le spatial. Sur ce territoire encore largement sauvage, la préservation des ressources naturelles est fondamentale. La Guyane est par exemple le premier réservoir de forêt française. Alors, il faut, dès leur formation, sensibiliser les futurs employés du spatial aux enjeux écologiques. On parle par exemple de la consommation des appareils, comment faire pour limiter les consommations. Par exemple, au lieu de mettre en veille chaque appareil, de les éteindre carrément, même si c'est pas trop dans les mentalités, mais vu la transition énergie qu'il y a maintenant, il faut faire des économies. D'ailleurs, comme de nombreuses régions tropicales, la Guyane subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. En Guyane, les conséquences directes, on commence à les ressentir maintenant. On n'a qu'à aller à la plage, il y a beaucoup d'érosion. Les maisons qui sont au bord de mer, comment dire, l'eau est à leur porte chaque matin quand il pleut. Pour le CNES, venir s'installer sur le plus grand département de France signifiait une grande responsabilité dans la mise en valeur et la préservation de l'environnement. Le CNES a d'ailleurs choisi de faire de cette ressource naturelle un atout, notamment pour le tourisme. Et on est sur une zone de savane, à peu près à 5 km du pas de tir d'Ariane et à 5 km du pas de tir de Soyouz. Donc sur une savane avec, où on peut trouver des zones marécageuses, des petits îlots forestiers. Philippe est un employé de l'Office national des forêts. Aujourd'hui, il fait visiter aux touristes le terrain du centre spatial. Préservé de toute autre activité, l'immense zone est un terrain propice au développement de la faune. Il est par exemple interdit d'y porter une arme ou d'y prélever des animaux. D'ailleurs, ce coin de France, grâce à sa technologie de pointe, accueille une population importante de grands prédateurs sauvages. Il faut quand même s'arrêter un petit peu par là. Vous voyez un peu ces traces là sur l'arbre. À votre avis? Ah, de jaguar. Eh ben voilà, c'est ça. Enfin, probablement. J'étais pas là quand ça s'est passé, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui a griffé. Et donc c'est probablement un jaguar ou peut-être un pumet, mais plutôt jaguar. Donc c'est bien griffé de chaque côté. Hein. Le jaguar, c'est un félin, il fait comme les chats, hein. Il s'accroche au rideau. Là, il s'est accroché à l'arbre. Cette vingtaine de touristes est donc privilégiée. Ces visites de la nature guyanaise sont plutôt rares, seulement 15 par an, afin de préserver le milieu naturel de la centaine d'espèces de mammifères qui vivent sur le site. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Un arbre à baboune. Au détour de leur promenade, le groupe de touristes croise un autre groupe qui, celui-là, se promène sur la canopée de la forêt tropicale. Regarde, hop, catapulté. Ah, superbe. Les autres en profitent, regardez. Allez, et ils vont passer. Ah non, alors là, superbe. Superbe, superbe, superbe. Et a priori, il a donné un coup de main à l'autre pour passer. Allez, on se raccroche. Allez, et vous avez vu la queue préhensible qui... L'outre-mer accueille 95% de la faune française. Ce matin, au centre spatial C'est le grand jour, Ariane 5 va s'élancer dans le ciel guyanais pour mettre sur orbite 2 satellites. Les clients qui ont payé la place de leur engin à bord de la fusée sont reçus en grande pompe. Nous sommes là ce matin pour une courte présentation du lancement du satellite EchoStar 18 et du Brisat à bord d'Ariane 5. D'un côté, un opérateur de télédiffusion américain, de l'autre, un groupe bancaire indonésien. Nous avons pour ambition de mettre l'espace au service d'une vie meilleure ici sur Terre. Et nous voulons, au travers des satellites que nous lançons et au travers de nos services, une vie sur Terre plus simple, plus facile et plus sûre. Stéphane Israël, le président d'Ariane Espace, surveille de près les équipes les plus expérimentées de l'industrie spatiale mondiale. Ariane a lancé la moitié des satellites de télécommunications présents autour du globe.
Là, vous êtes vraiment en fait dans l'équivalent du cockpit de la fusée, puisque vous avez ici les équipes d'Arianespace et de nos partenaires qui vont prendre soin des dernières opérations qui vont conduire au lancement. Donc vous êtes ici au centre de lancement et derrière ces différents pupitres, on va dialoguer avec le lanceur pour voir où en sont les différentes étapes finales qui vont nous conduire au lancement. La chronologie finale va bientôt commencer. Dans la salle Jupiter, Pierre Chadoutot, le directeur des opérations, vérifie chaque paramètre. Pour le moment, toutes les configurations sont nominales, c'est-à-dire prêtes pour le lancement. Mais une inquiétude demeure sur la météo. On vous sent détendu, il y a quand même un petit peu de stress, j'imagine, une dose d'adrénaline? Oui, ça va monter petit à petit. Là, on est au début, on va pas commencer à s'inquiéter dès le début, autrement on va arriver exsangue à la fin. Donc, non, mais c'est... On n'est pas tout seul, loin de là, on est entouré, il y a tout un système procéduré, solide, robuste, efficace. Donc on est quand même confiant dans nos moyens, et dans les équipes surtout. Derrière les pupitres, la pression commence à monter. Le temps presse, il n'y a plus que quelques heures pour tout vérifier. Donc du coup, tu penses finir à quelle heure normalement Dans une demi-heure. Demi-heure? Bah faut pas plus, hein. Ouais, si, on va. Les enfants, c'est midi 7, côté PC. 5 immédiatement en salle 22. Au bout de ce pupitre, nous retrouvons Vardo, l'élève de l'IUT de Kourou. Aujourd'hui, il est responsable d'une partie de la logistique du site, en particulier la sécurité et la sonorisation. Les annonces faites par le directeur des opérations doivent être relayées dans toute la base. J'aurais déjà fait des lancements Soyuz, mais pas encore Ariane. Comment tu te sens? Stressé et en même temps excité. Jamais j'aurais cru que je me serais retrouvé ici à ce moment. Là, c'est incroyable. De son côté, Eddy Gabriel, opérationnel sur ce lancement, va s'assurer toute la journée que les deux satellites continuent de bien communiquer avec la base jusqu'au décollage. Il mesure le chemin parcouru et rêve déjà de nouveaux défis. Avec mon parcours et puis tous les sacrifices que j'ai faits pour pouvoir travailler ici, je peux savourer en quelque sorte auprès de collègues, de personnes que côtoie et qu'on apprend à connaître, un rêve. C'est ça qui aujourd'hui me fascine. Et aujourd'hui, donc, j'y suis, donc j'y reste et puis je ferai tout pour gravir les échelons qui arriveront. Pour son cousin Yuri aussi, chaque lancement est un moment intense. Pourtant, le trentenaire n'en est pas à son coup d'essai. J'en ai fait une dizaine en tant que prime et en tant qu'adjoint. À chaque lancement, il y a un écran que tous les ingénieurs scrutent fébrilement. Ils listent tous les paramètres indispensables au lancement. Ce sont ce qu'on appelle les comptes rendus d'état. Et donc vous voyez tout ce qui est dans les petits carrés, donc autorisation de lancement, état base, logistique, sauvegarde. Là en l'occurrence on voit un rouge. On voit un rouge sur les moyens météo. La météo n'est pas propice pour l'instant à un lancement. Si cet après-midi-là, l'horizon guyanais semble plutôt dégagé, à près de 35 000 mètres en altitude, des vents forts vont venir contrarier le décollage. Du décompte suite à un rouge lié aux conditions météo. Que tous les moyens restent prêts pour la reprise de la chronologie à H0-7 minutes en cas de retour au vert. Les vents en altitude risqueraient de perturber le lancement et de faire exploser la fusée, avec un danger pour les populations. Le lancement est donc reporté. L'industrie spatiale est un métier de haute précision souvent perturbé par des détails imprévisibles. Confrontés à la nature, les équipes se répètent souvent la même phrase, l'espace rend humble. C'est tout simplement la nature qui a décidé de ne pas nous donner les conditions pour lancer. Donc on est un peu en attente, mais moins stressé que si c'était un problème technique. Les employés vont donc rester mobilisés 24 heures de plus le lendemain dans la salle Jupiter. Depuis le pupitre du directeur des opérations, retentit le décompte tant attendu. 10, 9,
Lancé à près de 8000 km/h, Ariane 5 est à ce moment-là contrôlé uniquement par ses propres ordinateurs de bord. À 118 km, la coiffe de la fusée se décroche. Puis, ce sont les charges utiles, les satellites, qui vont être largués pour être placés définitivement sur orbite pour un très long voyage d'une quinzaine d'années. Plus bas sur Terre, les Français d'outre-mer se réconcilient peu à peu avec le pays qui les a menés vers les étoiles. Alors après ce documentaire tourné à Kourou, retour ici à Paris, en métropole, nous sommes au ministère des Outre-mer avec la ministre. Bonjour Georges Paul Angevin. Bonjour. Et merci de nous accueillir. On a vu dans ce documentaire comment et pourquoi la Guyane, située tout proche de l'équateur, est devenue, avec le centre spatial de Kourou, la porte de l'Europe vers l'espace. Mais 40 ans après les débuts de ce centre spatial et de cette aventure, quand même, le constat reste le même, c'est-à-dire qu'on a un des fleurons de la technologie française et européenne qui est sur un des territoires les plus pauvres de France. Et d'ailleurs, ces 10 dernières années, la pauvreté s'est encore accrue en Guyane. Alors finalement, la question essentielle, je vous la pose, c'est de savoir si la fusée Ariane a vraiment été une chance, une opportunité pour la Guyane. Oui, je le crois profondément. Il est vrai que la Guyane est un territoire qui est français depuis des siècles et qui a été très longtemps un territoire délaissé. Mais je crois que justement le fait d'avoir implanté la fusée là a été une chance pour la Guyane. Bien entendu, c'est un territoire qui est toujours pauvre, où il y a une population qui est pauvre, mais c'est devenu un territoire, vous allez le constater, où il y a une arrivée de population, précisément parce qu'il est devenu attractif. Et c'est un territoire qui, grâce au centre spatial, s'est développé, a pu avoir des retombées tant en termes d'impôts que d'amener des populations nouvelles et des populations très formées. Le centre spatial permet à beaucoup de Guyanais d'avoir des emplois à tous les niveaux et par conséquent, vraiment, je considère que c'est une chance pour la Guyane et je sais que dans les années qui viennent, il est question de faire un nouveau pas de tir et d'avoir une nouvelle fusée et tout notre objectif est de faire en sorte que ce développement du centre spatial puisse bénéficier au maximum à la Guyane. Oui, parce qu'on se souvient d'une phrase, d'une interrogation, je crois, qui est attribuée à Michel Rocard en 91, qui s'interrogeait, mais comment on peut lancer des satellites avec en arrière-plan des bidonvilles Ces bidonvilles, ils sont toujours là ? Il reste des gens en grande difficulté, bien entendu. Il y a aussi ce qui me préoccupe, la situation des Amérindiens qui sont à l'intérieur des forêts avec des jeunes qui sont entre deux cultures et qui ont beaucoup de difficultés. Donc il y a des questions en Guyane. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président de la République a prévu que nous fassions un plan qui soit un plan de rattrapage pour la Guyane. Mais je crois qu'après des siècles où la Guyane était un pays oublié, finalement, qu'est-ce qu'on y avait mis? On avait mis le bagne, donc on exportait la misère du monde et la misère de la France. Aujourd'hui, ce n'est pas la misère qu'on exporte. On exporte la haute technologie et on fait en sorte que la Guyane soit aux avant-postes de la modernité. La Guyane, est-ce qu'elle est aujourd'hui dépendante du spatial? Et j'ai envie de poser même la question différemment. Est-ce qu'elle est sous perfusion économique du centre de Kourou? On ne peut pas dire ça. Le centre spatial a indiscutablement une grande importance pour l'économie de la Guyane, pour le développement de la ville, y compris la ville de Kourou, et pour le développement d'une technicité de haut niveau. Mais les revenus du centre spatial sont de l'ordre de 7% du PIB. Donc, on ne peut pas dire que toute l'économie de la Guyane tourne autour du centre spatial. C'est important, c'est un facteur important, c'est un employeur important pour les Guyanais, mais la Guyane est justement toute notre volonté est de développer, de faire des alternatives. On ne peut pas penser que le spatial est la seule chance d'avenir de la Guyane. Par exemple, on se rend compte que la Guyane est en train, presque, j'allais dire sans nous, de se rééquilibrer, puisque aujourd'hui, l'Ouest guyanais
et celui qui se développe beaucoup. Donc nous sommes en train de travailler sur la possibilité de mettre en exploitation une mine en Guyane, puisque la Guyane est un territoire riche, où il y a de l'or, et par conséquent, si on arrive à développer, à faire une centrale électrique, à faire un vrai port dans l'ouest guyanais, nous pourrons encore plus diversifier les sources de progrès pour la Guyane. Il y a aussi des possibilités importantes en matière de pêche, que nous sommes en train aussi d'essayer de rationaliser. Donc, il y a une usine... L'industrie du bois aussi, voilà, qui est très importante. Il y a la transformation des produits de la mer, où il y a une véritable usine moderne qui est aujourd'hui en train de démarrer avec une transformation des produits de la mer. Donc, la Guyane est un pays où il y a beaucoup d'atouts. Il y a 40 ans, c'était les débuts de ce centre spatial, et ça ne s'est pas fait sans difficulté. Je pense notamment à ces plaies qui sont liées aux expropriations qui étaient nécessaires à l'époque. Est-ce que ces plaies sont vraiment aujourd'hui refermées? C'est vrai qu'au début, évidemment, la population guyanaise a pu voir arriver sur le territoire, notamment de Kourou, un village qui était une sorte de village suisse, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la manière dont on habitait là-bas jusque-là. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques plaies de cette nature. Mais je pense que depuis, les choses se sont rentrées dans l'ordre. La Guyane a une population jeune, qui, pour près de la moitié, n'était pas née à ce moment-là. Donc, je pense que le CNES a su trouver sa place. Et aujourd'hui, on a plutôt des sujets sur des terrains qui sont squattés illégalement par toute une population qui arrive justement pour essayer d'avoir sa petite part de l'aventure spatiale. On a ce genre de problème à Kourou, à Cayenne, avec un centre-ville qui s'écroule. On a Saint-Laurent-du-Maroni qui pousse comme des champignons, donc avec toute une population pareille qui est en habitat informel. Cette question, évidemment, elle pose la question du rapport entre les Guyanais et la métropole. Je veux dire, ces traumatismes de l'expropriation, notamment il y a 40 ans, sont venus s'ajouter à d'autres traumatismes à travers l'histoire. Vous l'avez rappelé brièvement. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple de ce territoire, le peuple guyanais, aspire d'une certaine manière à tourner la page de ces rapports qui n'ont pas toujours été simples avec la métropole située à des milliers de kilomètres? Tous les Outre-mer ont eu une histoire un peu compliquée avec la métropole. Et dans le cas de la Guyane, il est vrai qu'ils ont pu avoir le sentiment qu'ils étaient un peu oubliés, voire même peut-être un peu méprisés. Notamment, il y a encore aujourd'hui des parlementaires qui disent « bon, on va envoyer les gens en Guyane quand on ne sait pas comment en faire ». Et je sais qu'il y a en Guyane une partie de l'opinion qui souhaiterait modifier ses relations avec la France. Mais j'ai l'impression que cette demande de responsabilité est davantage quelque chose qui veut faire évoluer les relations, qui veut que les élus locaux aient plus de poids, et non pas de tourner le dos à un passé qui est quand même multiséculaire. Et aujourd'hui, on a une évolution qui est quand même significative, avec le fait qu'il y a aujourd'hui une assemblée unique en Guyane qui exerce des responsabilités et qui a vu son poids être plus important. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt en approfondissant les responsabilités qui sont confiées aux élus guyanais qu'on va avancer. C'est plutôt ça leur souhait que de rompre avec la France. Si je vous comprends bien, cette forme d'apaisement, elle est liée d'une certaine manière à la nécessité de donner plus de pouvoir aux politiques locaux guyanais. Et ça, c'est ce que vous réclamez également en tant que ministre? Ah, tout à fait. Nous sommes dans cette démarche, d'ailleurs, pour la Guyane, comme pour d'autres territoires ou régions ultramarines. On a vraiment aujourd'hui conscience que les élus dans leur territoire, qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien leurs voisins, peuvent être des relais importants de l'influence française dans leur région. Et que par conséquent, donner le pouvoir aux élus locaux, dans un cadre évidemment qui est tracé par la Constitution, est une manière non pas de perdre le pouvoir pour notre pays, mais une manière au contraire de renforcer son rayonnement. Et je pense qu'on est en train de trouver un équilibre qui est intéressant pour tout le monde, pour les élus locaux qui veulent s'affirmer et pour la France qui a besoin aussi de voir relayer son rayonnement. Merci beaucoup, Georges-Paul Langevin. Et c'est ainsi que se termine cette édition de La France qui réussit. On se retrouve évidemment très vite sur Public Sénat. À bientôt. Public Sénat et Groupama vous ont présenté La France qui réussit.